Et je rappelle en passant que cela est conforme à ce que nous savons du rôle de l'axone. L'axone a pour rôle de propager des potentiels d'action vers l'arborisation terminale. On va trouver les boutons synaptiques. Et le rôle du bouton synaptique, c'est sécréter des neurotransmetteurs. Autre possibilité d'avoir un potentiel d'action, c'est de porter deux stimulations successives sur le même neurone, mais il faut s'arranger pour que le délai qui sépare les deux stimulations soit inférieur à la durée d'un PPS. Et si tel est le cas, on va constater que deux stimulations successives portées sur N1 nous permettront d'enregistrer au niveau du péricardion un PPSE et au niveau du cône axonique, lieu où s'effectue l'addition ou d'une manière générale la sommation des PPS. Si donc vous portez deux stimulations successives et rapprochées sur ce neurone N1 qui est un neurone excitateur, vous avez sur le péricardion l'enregistrement d'un PPS et au niveau du cône axonique, les deux PPS, le premier PPS et le suivant, sont additionnés et l'addition de ces deux PPS permet d'avoir une amplitude qui est égale au double de l'amplitude qui avait été enregistrée au niveau du cône axonique. Et je vous ai mis ici l'amplitude. On a ici une amplitude de plus 10 millivolts, c'est-à-dire le PPS enregistré au niveau du cône axonique a une amplitude qui va de moins 70 millivolts à moins 60 millivolts. Donc, cette amplitude est d'environ plus 10 millivolts. Si vous avez l'addition de deux PPSE d'amplitude plus 10 millivolts, on va avoir un PPSE dont l'amplitude fait plus 20 millivolts. Or, quand vous quittez moins 70, plus 20 millivolts, vous atteignez le seuil d'ouverture des canaux voltage dépendant à Na+, qui est de moins 50. Ces canaux s'ouvrent, il y a une diffusion massive d'ion Na+, à travers la membrane et naissance d'un potentiel d'action. Et comme tout à l'heure, chaque fois qu'un potentiel d'action prend naissance au niveau du cône axonique, il se propage sur l'axone et va jusqu'au niveau de l'arborisation terminale où aura lieu la sécrétion du neurotransmetteur. On le voit donc, deux conditions pour obtenir un potentiel d'action au niveau des synapses neuroneuroniques, en règle générale. Pour obtenir un potentiel d'action post-synaptique, il faut soit stimuler au même moment, ou activer en tout cas, plusieurs neurones présynaptiques excitateurs. Le cône axonique du neurone postsynaptique va additionner les amplitudes des différents PPS. On a une sommation spatiale. Ou bien, avec une seule synapse, un seul neurone présynaptique excitateur, mais qui est stimulé plusieurs fois de manière rapprochée. Et dans ce cas, le cône axonique du motoneurone postsynaptique va additionner les amplitudes de ces différents PPS successifs, et on parle de sommation temporelle. Et cette sommation spatiale, comme cette sommation temporelle, pouvait également s'observer avec plusieurs synapses inhibitrices. On aurait stimulé en même temps plusieurs synapses inhibitrices. Le cône axonique aurait à son tour également additionné les amplitudes des PPSI obtenues, ce qui aurait donné un PPSI global mais de plus grande amplitude. Voyons maintenant ce qui se passerait si on portait en même temps une stimulation sur ces trois neurones présynaptiques, N1, N2, N3.
Si on stimule au même moment N1, N2, N3, N1, nous l'avions dit tout à l'heure, était une synapse. La synapse N1M était une synapse excitatrice. N2M était une synapse inhibitrice. Et N3M, une synapse excitatrice. Eh bien, le cône axonique de ce motoneurone va faire une somme algébrique. Qu'est-ce que ça signifie, une somme algébrique? Il va tout simplement additionner les amplitudes des PPSE issues de N1M et de N3M et va retrancher l'amplitude du PPSI issu de la synapse N2 grand M. Ce qui va nous donner l'amplitude du PPSE de la synapse N1M est de plus 10 millivolts. Mais cette amplitude doit évidemment être mesurée au niveau du cône axonique, endroit où s'effectue la sommation. Pour la synapse N3M, on a également une amplitude de plus 10 millivolts. Par contre, pour cette synapse inhibitrice N2M, on a une amplitude que nous allons considérer comme une amplitude négative, puisqu'on passe de moins 70 à moins 75 millivolts. Et quand vous faites la somme 10 plus 10 moins 5, on a une somme globale de plus 15 millivolts. Et plus 15 millivolts additionné à moins 70 permet d'avoir un PPSE qui passe de moins 70 à moins 55 millivolts. Donc on aura un PPSE qui n'a pas atteint le seuil d'ouverture des canaux voltage dépendants du cône axonique. Conséquence, il va s'arrêter ici, au niveau du cône axonique, et au niveau de l'axone, son potentiel de repos ne sera pas modifié. Et pour terminer, notons en passant que le cône axonique réalise l'intégration des messages postsynaptiques tout simplement parce que c'est au niveau du cône axonique qu'on a la plus forte densité des canaux voltage dépendant à Na+. Donc c'est le lieu de naissance des potentiels d'action. Merci chers élèves, c'était juste un petit rappel du rôle intégrateur du neurone postsynaptique et continuer à travailler pendant ces moments difficiles. Merci.